Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au Pays de l'Uropoix. Nous sommes toujours avec les gars du syndicat Gilets jaunes. On est avec Jean-Pierre Crépin aussi qui nous a fait une petite visite. Et nous allons parler syndicalisme et corruption. C'est pire que ce que vous pensez puisque là il va y avoir des retours terrain croustillants de la part de collègues qui ont vu toutes les magouilles. Donc on sentait bien qu'il y avait des magouilles, ça puait, hein, ça renardait la corruption. Mais là, il y a des choses extraordinaires qu'il faut qu'on sache. Et pour vous, c'est évident parce que vous avez vécu ces choses-là, vous avez été témoin de ces choses-là. Ça vous a motivé à mettre le mandat impératif et révocatoire pour combattre la corruption qui est au cœur de l'homme, de tout le monde apparemment. Et là, il y a des anecdotes extraordinaires. Alors on sait qu'il y a le foot, hein, il y a la société du spectacle, tout ça. Mais c'est pas le foot qui changera nos vies. C'est des gilets jaunes, des citoyens qui bougent et qui, à 10h du soir, au lieu d'être avec leur famille, partagent leur retour terrain et construisent pour un monde meilleur les nouveaux jours heureux. Donc on est avec Jean-Pierre Crépin. Alors Jean-Pierre Crépin, on va peut-être commencer par toi. Autonome, chef d'entreprise. En Chine, dans l'atome, en Turquie, dans des instituts de sondage, un truc incroyable, une vie incroyable. La prison aussi, parce que tu étais autonome. Oui, la prison, oui. Ça c'est quand j'étais jeune. Hein. Et puis des systèmes informatiques que tu as développés, de l'histoire de PMU. Et puis des bouquins, un économiste autodidacte qui avait vu la crise de 2008 en 2005. Oui, c'est ça, oui. En 2005, les premiers écrits, en 2007, sur le blog Necronomie, tout est en ligne depuis, quoi. Et puis, là, ça t'intéresse, le syndicat Gilets jaunes, toi, en tant qu'intellectuel, économiste? Évidemment, moi, le syndicat des Gilets jaunes, ça fait plus que m'intéresser, si tu veux, dans le sens où je pensais même pas voir de mon vivant. D'abord, c'est un syndicat qui est issu du plus grand mouvement social depuis mai 68. Ça, il faut quand même le dire et le rappeler, ce n'est pas rien. Ensuite, tu sais que nous, chez les anarchistes, on est très attachés au mandat impératif et révocatoire. Nous, tout part de là, si tu veux. Donc, le mec qui se présente, on lui fait un chèque en blanc, non, ça, c'est pas possible. Donc, de voir un syndicat qui, en plus, fonctionne sur ce modèle-là. Et alors, l'autre point qui fait que j'ai grand plaisir à vous rencontrer, c'est justement cette proximité avec la base, puisque là, je suis venu aussi avec mon vieux slogan anarchiste. La hiérarchie, c'est comme les étagères, plus c'est haut, moins ça sert, hein, Stéphanie. Eh ben oui, c'est vrai. Je peux pas dire le contraire. Alors, on a des questions par rapport... Vous venez de la CFDT, vous avez vu des choses de l'intérieur, des choses hallucinantes, et que c'est intéressant pour les collègues d'avoir accès à ces informations-là aussi. Alors, ça peut paraître anecdotique, ça peut paraître du pari match ou de fait rentrer l'accusé, mais c'est quand même révélateur du fait que tant qu'il n'y a pas le mandat impératif et révocatoire, il y aura cette corruption partout et qui plombera en fait les espérances du peuple à vivre dans la dignité, la justice, la tranquillité et puis le bien commun. On va parler, on va commencer par quelque chose d'assez hallucinant. Il y a des salariés à la CFDT, il y a des salariés à la CGT. Oui, comme dans tous les syndicats. Il y a des salariés. Il y a des salariés. Des vrais salariés. C'est-à-dire que pour s'occuper d'un syndicat, ça prend du temps. Et donc, il y a des salariés, comme dans une entreprise lambda, qui s'occupent du syndicat, pour faire tourner le syndicat. Mais alors, tu nous dis là, en off, on a préparé le live, qu'il y avait il y a eu des grèves des salariés de la CFDT, des grèves de salariés de la CGT. Il y a des salariés de la CFDT qui ont été mettre au prud'homme la CFDT. Explique-nous tout ça, c'est hallucinant. En fait, quand tu es employeur, tu emploies des salariés. Donc la CFDT, la CGT, ils emploient des salariés, comme tout employeur. Et comme avec tout employeur, il y a des litiges et il y a des conflits sociaux à l'intérieur, comme une entreprise. Donc il y a des salariés CFDT, CGT qui vont au prud'homme pour réclamer leurs droits. Il y a des salariés CFDT, CGT qui sont harcelés. Comme dans une entreprise, en fait. Et on parle de harcèlement sexuel aussi, là, hein, sur les dames. Il y a du harcèlement sexuel, il y a du harcèlement moral. Ça existe. On ne peut pas le nier, ça existe. Il y a des prud'hommes qui sont faits par des salariés. Comme dans toute entreprise, c'est des conflits sociaux, quoi. Mais des conflits sociaux à l'intérieur même des centrales syndicales. Oui. La CFDT s'est déjà fait condamner au prud'homme.
C'est énorme. C'est énorme. En fait, quand tu as un salarié qui réclame ses droits et qui ne sont pas respectés, il va au prud'homme. À la CFDT, tu as des salariés où les droits ne sont pas respectés. Il y a un DRH à la CFDT, et son boulot c'est DRH. Okay, il est à la CFDT, mais il fait son boulot de DRH. Donc tu as des salariés qui attaquent l'employeur, donc la CFDT, au prud'homme. C'est hallucinant. Pour harcèlement, pour diverses raisons, licenciement abusif, licenciement comme dans une vraie entreprise. Alors là, le prochain sujet, c'est les arnaques du droit syndical. C'est-à-dire que quand on est dans une entreprise, on peut être détaché de cette entreprise pour travailler dans le syndicat. Alors explique-nous comment ça marche, normalement, et puis vous, ce que vous avez vu de l'intérieur. Et c'est des trucs hallucinants. Alors c'est hallucinant, c'est pas du complotisme, hein, c'est pas des trucs qu'on invente, ça se vérifie. Dans toute entreprise, tu as des délégués qui sont payés par l'entreprise pour faire du syndicalisme. Parce que le syndicalisme, ça prend du temps. C'est quelque chose que tu fais à plein temps, normalement, avec des convictions, que tu mets au service des salariés de l'entreprise. Ça sert à ça. Donc ça, c'est la théorie. Voilà. Quand tu le fais bien, c'est censé, normalement, améliorer les conditions de travail, et tu fais que ça. Parce que ça prend du temps, de l'énergie, etc. Donc tu n'es pas au bureau, tu n'es pas à la chaîne, tu n'es pas à l'atelier, tu travailles au siège du syndicat pour le... Normalement, tu es censé quand même être dans l'entreprise, au contact des salariés, même si tu as ton bureau dans l'entreprise pour t'occuper des salariés, tu es censé recevoir les salariés, aller voir ce qui se passe, aller sur le terrain. Sinon, tu sais pas ce qui se passe, c'est déconnecté. Ça, c'est normalement, mais c'est humble comme truc, parce que tu passes ta vie à défendre les gens. Sauf que, évidemment, dans les entreprises, ça se passe pas tout à fait comme ça. Et dans des grandes entreprises, hein, on peut citer Ikea, par exemple. Alors, balance. Tu peux balancer sans trop... Non, mais ça existe dans toutes les entreprises. Ikea, Carrefour, Amazon, partout. D'accord. Donc, il y a des gars qui arrivent à avoir suffisamment de temps pour avoir leur propre entreprise. Des délégués syndicaux. Il y a des délégués qui sont détachés par l'entreprise pour faire normalement du travail dans l'entreprise. Mais en fait, il y a des délégués, par exemple à la CFDT, qui sont dans l'entreprise et qui ont monté leur propre entreprise. Alors, intellectuellement, c'est compliqué à comprendre parce que c'est hallucinant. Donc, tu es salarié de la boîte, mais en même temps, tu as tellement de temps libre que tu es payé à la moitié par le syndicat. 100% par la boîte. 100% par la boîte. Par ta boîte. Parce que comme ce sont des grandes boîtes, et c'est en général des boîtes nationales, tu as du boulot. Parce que les boîtes nationales, c'est immense, hein, tu as beaucoup de salariés. Donc normalement, tu es censé à temps plein t'occuper des salariés. Mais il y a des délégués qui, dans leur temps personnel, puisque du coup, ils ne travaillent pas pour faire du syndicalisme, ils ont ouvert des boîtes. Donc ils sont gérants d'une société. Tu as vu ça aussi dans le ménage? Alors dans le ménage, il y a des salariés du ménage de grandes entreprises nationales qui sont détachés pour faire du syndicalisme, ce qui est humble, sauf qu'ils ont ouvert, eux, leur propre boîte de ménage avec des salariés. C'est-à-dire qu'ils sont concurrents de leur propre boîte à laquelle ils sont salariés. C'est hallucinant. Mais ça se passe, ça existe. Donc, c'est pire que ce qu'on peut penser. Mais est-ce que tu as vu aussi, tu nous avais parlé d'un mec qui faisait des drapeaux pour le syndicat et qu'il était en même temps représentant syndical? En fait, il est détaché de l'entreprise, d'accord, pour faire du syndicalisme, mais il a sa propre boîte de matériel de syndicat. Oui, matériel de syndicat. Donc qui revend au syndicat. Il revend au syndicat, il peut te faire des stylos, il peut te faire des... C'est génial. Mais ça, évidemment, personne n'en parle. C'est légal. Est-ce que c'est légal? C'est pas interdit, puisque tu as du temps libre, tu fais ce que tu veux. Puisque tu es payé normalement, tu es censé travailler pour le syndicalisme. Après, les sociétés, elles devraient normalement intervenir, et elles devraient soit rappeler à l'ordre ou retirer complètement le mandat, mais c'est pas possible, parce que ce sont les syndicats qui le font. Le seul truc qui serait viable, c'est d'avoir des mandats révocables. Impératif, parce que si les adhérents de son syndicat savaient ce qu'il faisait, et s'ils découvraient ce qu'il faisait, ils pourraient le révoquer. Donc là, il y a un petit message aux gars de la CFDT. C'est dans le... Un message aux grandes centrales syndicales. Mettez les mandats révocables et vous verrez comment ça se passe après. Ça ne sera pas la même donne, parce que du coup, quand le délégué il fait ce qu'il fait, il signe aussi tous les accords d'entreprise de la société, parce qu'il ne va pas se tirer une balle dans le pied. Si demain il est contre la société, ils vont dire bon, tu nous fais chier, on arrête le détachement, donc le mec il est plus détaché, tu reviens au boulot, il perd sa boîte aussi. Et il a des salariés quand même dans sa boîte. Donc c'est comme ça qu'il achète la paix sociale, le patron achète la paix sociale comme ça, après la flatterie, après les coups de pression, il y a le détachement. L'être humain est corruptible, donc c'est très facile. Le mec qui a une boîte avec des salariés, si demain on lui dit de retourner au boulot, il va licencier ses salariés. Ça... Non mais voilà, c'est un truc de dingue. Alors on a un collègue là, on va pas montrer sa tête, il va juste témoigner. Il est dans l'industrie, donc les usines,
Comment ça s'est passé avec le gars de FO? Alors, Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, depuis la loi travail du temps de Hollande, loi faite par Macron, donc il y a la possibilité de licencier moins de 10 salariés sans faire de PSE. alors PSE? Plan de sauvegarde de l'emploi. Alors c'est drôle, c'est que quand tu viens, les gens t'appellent ça un plan de sauvegarde de l'emploi. Bon, ça c'est une parenthèse, mais bon. Voilà. C'est de la sémantique, voilà, pour se foutre de la gueule du monde. Donc toi, tu t'es fait virer? T'étais dans une charrette? Non, moi j'étais pas dans une charrette. J'avais certains de mes collaborateurs qui se sont retrouvés dans une charrette, mais dans certaines circonstances. C'est-à-dire qu'on avait un délégué FO qui est détaché à 100%. Parce qu'il est délégué départemental, donc il travaille pour le département pour FO, et donc il est payé moitié par l'entreprise et moitié par le syndicat FO. D'accord. Et ce monsieur s'enfermait des journées entières, des après-midi entières avec la DRH. Peut-être qu'elle était très mignonne. Pour décider avec elle qui allait être viré ou pas. Et donc, c'est permis d'aller voir des personnes 3 mois avant que ça se passe en disant, lui, de toute façon, on t'aime pas, donc tu vas virer. Donc, vous imaginez la détresse psychologique, ce que ça peut provoquer chez des gens. Quoi. Donc là, c'est du clientélisme. Exactement. Et puis lui, il achète aussi le fait de perdurer et de pas revenir travailler, parce qu'en fait, il est bien content d'être détaché parce qu'il fait ce qu'il veut. Et donc voilà, c'est des petits arrangements avec la direction. Et toute cette somme de petits arrangements c'est le fait que les syndicats soient plus opérationnels pour défendre les salariés. Ça, c'est des choses que nous avons constatées. Est-ce que c'est à 100% des cas? Il y a des gens qui sont bien quand même, il faut le souligner. Il y a des gens qui se battent contre ça à l'intérieur des syndicats. Et nous-mêmes, on se battait contre ça. Donc il y a quand même des gens bien. À l'époque où vous étiez rattaché à la CFDT. C'est ça, on se battait contre ça. Donc il y a quand même des gens bien. Si on généralise les propos, on peut pas estimer à combien de pourcentage ça se passe comme ça, mais ça se passe vraiment... c'est significatif. Il y a quand même il y a du boulot quand même. Surtout dans des grandes entreprises. Mais comment vous pouvez expliquer, par exemple, l'histoire des 150 000 € de photocopieuses de la CGT RATP? Comment c'est possible que la CGT RATP, il y a 150 000 € de photocopieuses, et c'est depuis 2011, hein, apparemment, ça se balade. Voilà, ils n'ont toujours pas remis la main sur 150 000 € de photocopieuses. Ça se perd pas sous un tapis, quoi. Comment tu peux avoir des sommes aussi importantes? Quand tu as un CE parce que le CE, en fait, c'est en fonction de la masse salariale de l'entreprise. Donc, la RATP, il y a beaucoup de salariés. Donc, le CE, j'imagine qu'il doit avoir une bonne subvention. Après, les subventions, elles sont données au CE pour le fonctionnement. Donc, tu achètes une photocopieuse. Mais pour 150 000 €, quel est le contrôle de la base là-dessus? Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Non, c'est pour le fonctionnement. Enfin, sur le papier, si. Oui, Tu dois présenter oui. des comptes, Oui. ça doit être voir le quitus en réunion, les salariés ont accès normalement aux comptes, enfin il y a quand même des règles, hein. La plupart du temps elles sont pas respectées. Mais c'est pour ça que la sémantique est importante, parce que tout à l'heure tu parlais de sémantique avec le PSE, c'est exactement le contraire de ce que ça dit en fait, parce que c'est pas un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un plan de licenciement massif. Mais si on l'appelait comme ça ferait peur. Mais c'est pour ça que nous on n'aime pas le terme de partenaires sociaux. Quand on parle des syndicats, pour nous, on n'est pas des partenaires, justement. On ne va pas aller dans le bureau avec la DRH pour décider qui va être viré. On est là pour défendre les gens. Donc on n'est pas des partenaires. Il faut sortir ça de sa tête, en fait. On est un contre-pouvoir. Et c'est nécessaire. Le syndicat est nécessaire dans l'entreprise. Et il y a des militants qui font hyper bien leur boulot, quoi. Qui se crèvent à la tâche, qui se lèvent à des heures pas possibles, qui répondent au téléphone jour et nuit. Enfin, il y a tout ça. Mais ils ne sont pas aidés forcément par leur structure, qui leur pompe de l'argent, en plus. Donc, on n'est pas des partenaires, on est un contre-pouvoir. Et ça, il faut le garder bien en tête. Est-ce que la démocratie participative en entreprise, ça marche? Non, pas plus que la démocratie participative dans la vie politique. Bon, à un moment, c'est devenu le cheval de bataille de Ségolène. Vous voulez mettre de la participation partout, mais on sait ce que c'est la démocratie participative. C'est je participe, tu participes, il participe et il profite. Voilà, on te demande ton avis. On a vu ce que ça donnait avec des gens tirés au sort pendant le grand débat de Macron. N'importe quel libéral rêve d'avoir devant lui un mec tiré au sort pour participer. T'imagines bien. C'est pas comme avoir un spécialiste comme Alex ou Stéphanie.
lorsqu'on va affronter on sera peut-être amené tout à l'heure à parler du MEDEF, mais bon, là qu'on affronte des catégories killers, il faut y aller en étant killer soi-même. Voilà. Quelle est la position, là c'est très d'actualité, par rapport aux pressions directes ou indirectes sur les salariés, rapport à la thérapie génique expérimentale, être cobaye de laboratoire pour certains grands groupes de Big Pharma. Il y a les collègues qui le subissent, ça, directement ou indirectement, c'est-à-dire qu'ils risquent de perdre leur emploi parce que ils peuvent pas. Tu vois, il y a des voyages à l'étranger en tant que cadre, etc. Et donc, tu dois être vacciné. Enfin, vacciné. Ça, le vaccin procure l'immunité. Hein. Donc là, on est sur du traitement expérimental. Quelle est la position du syndicat Gilets jaunes par rapport à ces pressions au traitement thérapique préventif expérimental sur les salariés, direct ou indirect? Alors nous, on n'est pas médecins, déjà. Mais par contre, le droit à disposer de son corps, c'est un droit fondamental. Donc je ne vois pas comment on pourrait imposer à des salariés ou à n'importe qui, je pense aussi aux enfants, parce que aux jeunes, qui ne sont pas malades en plus, comment on pourrait leur imposer un vaccin dont toutes les strates de vérification, enfin je ne suis pas médecin encore une fois, hein, n'ont pas été faites, qui est très récent, dont on ignore les effets secondaires à long terme. Je ne vois pas comment on pourrait imposer ça aux salariés. Moi, ça me paraît très dangereux. Et par principe de précaution, nous, on serait plutôt, et même carrément opposés, à la vaccination obligatoire en entreprise. Évidemment. Il y a quand même une énorme pression de la médecine du travail sur les salariés en ce moment à propos du vaccin. Hein. Ils sont payés par les employeurs. La difficulté, c'est que en fait, il n'y a pas d'imposition, mais il y a un conseil. Et en fait, quand tu as une fonction avec des responsabilités et que on te soumet cette injonction, en fait, tu te rends compte que en fait, si tu n'y réponds pas, tu vas entrer en tension et puis ton avenir, ta progression dans la société va certainement en pâtir, quoi. Donc là, si on a des collègues qui nous écoutent et qui sont dans cette problématique, cette situation... Il y a un code du travail. Oui, il faut se défendre. Si un vaccin ne peut être obligatoire... C'est pas simple. Non, mais il faut une loi. Il faut une loi. En fait, il faut une loi pour qu'un vaccin devienne obligatoire. Il faut que ça soit dans le code de santé publique. Aujourd'hui, ça existe. Il y a des vaccins obligatoires aujourd'hui. Pour aller à l'école, on a... Et encore, ça peut se discuter. Mais les soignants, ils ont des vaccins obligatoires. C'est propre à leur profession. Mais tant que c'est pas écrit dans le code de santé publique, ça n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Donc s'il y a des collègues qui sont soumis à ce type de pression, vous êtes à même de porter le combat devant les tribunaux. On va les défendre, oui, bien sûr. Il y a un code du travail. Le code du travail, il n'impose pas le vaccin pour aller travailler. Ça, c'est du n'importe quoi. Non, mais dans toutes les régies de transport, etc., c'est des choses qui sont sur la table. Et Martinez était favorable à la vaccination obligatoire sur TV Sénat. Il était passé il y a à peu près plus d'un an et il était favorable. Il disait voilà. Mais est-ce que les militants, est-ce que les adhérents sont favorables? Est-ce qu'ils ont été consultés sur le sujet? Je pose la question à Philippe Martinez. Est-ce qu'il a consulté ses adhérents sur le sujet avant de donner une réponse médiatique? Voilà, la question est posée. Bref, on connaît la réponse. Oui, on la connaît. On va parler élection professionnelle et vote électronique. Ça a été votre dada, ça, parce que vous avez levé des beaux lièvres. Qu'est-ce que c'est déjà les élections professionnelles et comment le vote électronique, avec toute la sécurité et la transparence, la probité qu'on peut imaginer derrière, quels sont les impacts? Quelles sont les sociétés de prestations qui sont impliquées là-dedans? Et si vous pouvez nous éclairer. D'abord, les élections professionnelles, c'est important, parce que vous élisez, que ce soit dans le public ou dans le privé, vos représentants, d'une part, et en plus, vous donnez de la représentativité aux organisations pour lesquelles vous votez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 5 grandes centrales qu'on connaît, CFDT, CGT, FO, CGC et CFTC, elles sont représentatives au niveau national parce que vous leur avez donné vos voix aux élections professionnelles. Alors, il y a beaucoup d'abstention, donc ça ne représente pas, et de loin, la majorité des salariés ou des gens du public. Mais sur cette partie qui a voté, ça donne la représentativité. Et plus une orga est représentative, plus elle touche de subventions, et plus elle va siéger partout.
c'est-à-dire qu'elle va siéger au prud'homme, elle va siéger dans les commissions paritaires, elle va toucher des subventions, évidemment. Donc c'est important, le vote en entreprise ou dans le service public. Et Premier surtout, point. Et surtout, elle va signer des accords. Et oui, c'est elle qui va Au négocier. nom de la base. Au nom de la base. Bah oui, ils ont été élus, Ce sont des représentants. soi-disant. Donc c'est eux qui vont aller négocier. Donc quand vous votez pour la CFDT, c'est elle qui va aller négocier au niveau de l'entreprise et au niveau peut-être local et après au niveau national. Quand ils vont aller tous à Matignon pour négocier de la merde, pardon, c'est moi qui fais bouger, c'est parce qu'ils ont eu des voix aux élections professionnelles. Donc c'est très important de bien donner sa voix. Et c'est pour ça que nous, on veut au maximum présenter des listes dans les entreprises, dans le public, pour pouvoir acquérir de la représentativité. Parce que si c'est les gilets jaunes qui vont s'asseoir à la table des négos, ça va pas être la même On chanson. va pas s'asseoir, je pense. Oui. Ça va pas se passer. Ça va pas se passer aussi bien que d'habitude, quoi. Non. Voilà. Et l'affaire, c'est que les votes, ça va être des votes. C'est déjà des votes électroniques. Comment ça se passe? Alors, dans la plupart des boîtes, oui, le vote électronique a été mis en place. Et c'est super parce que, en fait, vous allez plus dans l'isoloir pour mettre un papier dans une enveloppe et le mettre dans l'urne de façon totalement anonyme. Vous votez sur votre téléphone, vous votez sur votre portable, sur votre ordinateur, en entreprise ou chez vous, le jour, la nuit, n'importe quand, et vous votez électroniquement. Il n'y a plus de contrôle des organisations syndicales, il n'y a plus de contrôle du tout, il n'y a plus de dépouillement physique. Tout est informatisé. Le résultat, il tombe, paf, vous avez une semaine pour voter. Alors déjà, c'est très long de mettre une semaine de vote, parce qu'entre-temps, la direction peut avoir des retombées. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les entreprises, les patrons, qui choisissent les prestataires de vote. Il n'y en a pas 36 sur le marché. Il y a Voxali, il y a Néovote. Travailler avec le ministère de l'Intérieur. Le Néovote, oui, qui a été choisi par la DGSI. C'est quand même intéressant de savoir qu'ils ont choisi ce prestataire pour faire leurs propres élections professionnelles. Donc c'est le patron qui choisit le prestataire, c'est lui qui le paye, c'est lui qui signe un contrat avec lui. Il est soi-disant expertisé, mais ça c'est du blabla, c'est de la langue de bois. Ils sont expertisés par des organes qui ne sont pas choisis non plus par les organisations syndicales, c'est choisi par le patron. Donc voilà. Et ensuite, on sait très bien que quand vous votez, vous devez signer normalement à voter. Vous émargez pour prouver que vous avez voté. Donc électroniquement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on doit savoir que monsieur X, il a voté. Donc c'est émargé électroniquement. Donc comme c'est informatisé, on peut très bien imaginer qu'on peut rapprocher ce que vous avez voté de votre nom. C'est très facile en fait. Donc on peut savoir ce que vous avez voté. Voilà. Donc nous, on n'a pas confiance du tout dans le vote électronique et on s'oppose fermement dans les boîtes au vote électronique. Mais la loi Macron permet de le mettre en place unilatéralement. C'est-à-dire que l'employeur fait ce qu'il veut. Voilà, le serpent qui se mord la queue. Et j'ajoute, excuse-moi de te couper, Vas-y. mais que les entreprises sont un laboratoire. Demain, le vote électronique va se généraliser dans les communes. Ça existe déjà dans certaines communes. Ça existe déjà dans certaines communes. Sous prétexte de maladies respiratoires ou ce qu'on peut imaginer. Ouais, voilà. même sans ça. Et en plus, oui. Alors, le virus va donner Il a des bon arguments. dos, le virus. Donc ça, c'est très grave, parce que ça, c'est un déni démocratique. Déjà que voter, bon, on en pense qu'on veut. Mais là, vous ne saurez même plus si votre vote, il va bien là où vous avez décidé qu'il va. Vous n'aurez plus de contrôle, vous n'aurez plus de dépouillement. Enfin, il n'y a plus de bureau de vote, il n'y a plus rien, quoi. On va passer à 2022, parce que c'est quand même dans l'ordre des choses. Jean-Pierre Crépin, comment tu vois 2022 Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Et quels vont être les prochains secteurs qui vont y passer? Beaucoup de secteurs vont y passer. D'ici 2022, Macron, pour des raisons de réélection, va y aller mollo. Et comme tu sais, il y a deux types de réformes, les réformes systémiques et les réformes paramétriques. Systémique, tu changes le système, c'est ce que Macron avait voulu faire au départ sur les retraites à points, où plus personne ne comprenait rien, y compris même dans son propre camp. Donc ça, il va laisser tomber pour aller vers ce qu'on appelle une réforme paramétrique, c'est-à-dire que tu déplaces un peu le curseur. Et il va le faire, histoire de dire, comme c'était dans son programme, vous avez vu, j'ai quand même fait cette réforme des retraites. Mais le gros de la réforme, mais après la réélection, alors là, ça va être le festival. Ça va être le festival, pourquoi pour une raison très simple, si tu veux, c'est qu'on va nous présenter l'addition. Macron, l'histoire... il n'y a pas que les dettes Covid, le Covid a bon dos, mais le quoi qu'il en coûte, c'est gratuit, ça veut dire c'est gratuit jusqu'à la caisse. Et la caisse, l'addition,
on va nous la présenter après sa réélection. Alors, bon, c'est une addition évidemment phénoménale. Pour te donner un ordre d'idée, il faudrait que, pour qu'on rentre dans les clous du pacte de stabilité européen à 60%, ça voudrait dire qu'on fasse une croissance de 2 à 4% pendant 20 ans avec une inflation à 2%. Donc c'est totalement injouable. Bon, cette année, il y a un rattrapage, on va faire 5%, mais après, on faisait même pas, nous, les bonnes années, on faisait 3%, mais quand ça allait très très bien, après, on était dans la croissance molle, on était bien loin de tout ça. Donc, comment ça va se passer après 2022 ? Voilà, il va falloir, l'addition, c'est des privatisations massives. Dans quel secteur ? À peu près tous les... bon, évidemment, moi, je vois très bien, dans un premier temps, santé et éducation, qui sont les budgets les plus importants de la nation. Hein. Santé et éducation ? Oui, bien sûr. Santé et éducation, sinon on a augmenté. Tu vois bien que tout le traitement qu'on a eu de l'affaire pendant le Covid, c'était l'histoire de disponibilité des lits d'hôpitaux. Les fameux 5000 lits d'hôpitaux. Est-ce qu'on les a accrus ? Non. On a continué d'en supprimer, on n'en a pas mis. Et vous remarquerez aussi un truc simple, c'est qu'on n'a absolument pas, contrairement d'ailleurs à l'Italie et à l'Espagne, sollicité les hôpitaux privés. Donc, en final, pourquoi il ne fait pas ça ? C'est pour nous dire, en final, ah oui, vous avez vu, finalement, l'hôpital public, ça ne marche pas si bien que ça, la preuve, regardez, etc. Donc, il faut, basculer toute une partie sur le privé. Bon, l'éducation, ça va être pareil avec les facs. Moi, je connais déjà beaucoup d'enseignants en fac, des professeurs émérites, notamment à la Sorbonne, qui sont en lutte contre la diminution des budgets de recherche. Là, d'un seul coup, on s'est dit, il nous a sorti le truc, les facs sont un repère d'islamo-gauchisme. Tu vois, alors là, d'un seul coup, il y avait des islamo-gauchistes partout dans toutes les facs, et puis donc, on sait que les budgets, on ne peut pas faire de la recherche si ça profite de ça, donc après, le discours qui suit, c'est les facs, ça ne sert pas non plus à grand-chose, finalement, on ne trouve pas tellement du boulot par cette voie, allez hop, comme aux États-Unis, quoi. On va mettre un coup de privatisation là-dessus. Mais est-ce que les syndicats dans la santé et dans l'éducation sont à même, selon vous, en tant que syndicaliste, syndicat GJ, de répondre à ces éventuelles coupes budgétaires et honnêtement là, il faut qu'on grossisse. Là, il faut grossir. Il faut être représentatif au niveau national et il faut peser dans les négociations, il faut peser auprès du gouvernement. Il faut se rassembler. Je pense que seul le secteur de la santé n'y arrivera pas tout seul. Il faut qu'il y ait tout le monde avec. Il faut qu'il y ait les routiers, il faut qu'il y ait les commerçants, tout le monde. Là, ça marcherait. Et c'est la force des Gilets jaunes, en fait. C'est aussi une des différences entre nous et les autres syndicats, c'est que nous, on fera venir tous les Gilets jaunes pour soutenir les collègues. Pour soutenir les collègues de la santé. Ça ne marchera pas. Si la santé tout seul se bat, ça ne marchera pas. Ça peut durer longtemps. On a tous besoin d'un service public de santé gratuit et pour tous. Enfin, on a tous besoin de ça. Personne ne peut contester ça. Donc il faut aller les soutenir, bien sûr. Et donc c'est un appel à la base pour rejoindre un syndicat qui, lui, va être efficace dans ce rapport de force. Il faut changer les méthodes. Et qui sera indépendant, surtout vis-à-vis du pouvoir. Ouais, il faut changer les méthodes, il faut être libre, il faut être surtout convaincu de ce qu'on fait. Et pas corrompu. Et pas corrompu. Donc, encore une fois, les mandats révocatoires servent à ça. Ne pas avoir de gens corrompus et d'avoir des gens qui ont envie que ça bouge. Et pour que ça bouge, il ne faut pas qu'on ait des centrales qui nous disent non, il ne faut pas faire comme ça. Ce qui se passe actuellement dans les autres syndicats. Il y aura des conflits d'intérêts avec les grosses centrales, c'est évident. Donc il faudra un syndicat indépendant. Pour vraiment résister, il faudra un syndicat indépendant. Pour l'instant, ce qu'on a vu en 2016, etc., c'est qu'ils mettaient les collègues de la base dans des autobus, ça venait de toute la France, ça se garait aux portes de Paris sur des kilomètres, les gars ils marchaient avec leur petit drapeau, quelquefois ils avaient même acheté leur petit drapeau. Hein. Et puis ils ont marché à Bastille, ils ont fait un tour du canal, et puis après ils sont remontés dans les bus. C'est toujours comme ça, mais ça c'est dégueulasse pour les gens de la base, parce que nous-mêmes on l'a vécu, on nous demandait de venir... Et nous, quand on allait en manifestation, c'était pas pour agiter un drapeau, c'était pour obtenir des résultats. Et quand on te dit, la manif est finie, tu rentres chez toi et on fait quoi ? Tu fais quoi ? Tu rentres chez toi. Ah ouais, et après ? Manif dans 4 jours, on verra. Donc pas de libération de péage, pas d'occupation de lieux, de piquets de grève, etc. Surtout pas. On sait très bien que dans la santé, les salariés vont pas, les travailleurs vont pas faire grève. Ils vont pas arrêter de soigner les gens. Bien sûr que non, bien sûr que non. Tout le monde le sait. Donc il faut faire d'autres formes d'action. Des actions auxquelles ils ne s'attendent pas. Et ça, c'est pas les centrales classiques qui vont le faire. Peut-être un peu plus radical. Pour eux, les
les manifestations des syndicats, ça se passe bien. Parce qu'ils sont dans l'ordre, ils ont leur propre service d'ordre. Avec des matraques, Ils des vont gazeuses. du point A au point B sans faire d'histoire, sans... D'ailleurs, il n'y a pas trop de policiers sur les manifestations syndicales, sauf depuis les Gilets jaunes. Parce qu'avant... Ah ben ils n'ont pas besoin, puisque le service d'ordre de la CGT ramasse des manifestants pour les livrer aux flics. Donc, Du coup, ça se passe bien. C'est-à-dire, ça se passe bien. Et ils s'en félicitent même. Vous voyez, la manifestation s'est bien passée. Il y a un problème. Quand on entend le gouvernement dire la manifestation s'est bien passée, ah bah ouais, c'est bien passé, mais. Ça veut dire qu'ils ont pas pour qui elle s'est bien passée? Tout le monde en fait. Ah non, pas pour les salariés, Pour le puisque gouvernement. c'est les dindons de la Et farce. pas pour la base. Parce que du coup, on en connaît, nous, des gens de la base qui d'ailleurs n'allaient plus en manifestation parce qu'ils disaient mais à quoi ça sert d'aller en manif? On perd une journée de boulot, on n'est pas payé, et on rentre chez soi le soir, et alors, et après? Voilà. Du coup, il faut changer de modèle, il faut changer de stratégie. Et une manifestation, si on n'est pas entendu, et si c'est pas pour perturber un petit peu ce qui se passe, ça sert à rien du tout. On peut y passer comme ça pendant des années et des années. On peut manifester entre Bastille et République, tu peux faire ça pendant des années, ça ne changera rien. On se souvient qu'en décembre 2018, le MEDEF avait tremblé parce que ça ne se passait pas entre Bastille, République et Nation, mais ça se passait sur les champs Ben voilà. et qu'il y avait une petite odeur de pneus brûlés. Bref, ceux qui ont été, ça leur rappellera des souvenirs. Bien que nous soyons pacifiques et bienveillants et que nous appelons au respect des propriétés privées, y compris quand elles appartiennent à des oligarques ou des fonds de pension spéculatifs qui jouent sur le prix des matières premières, etc. Bref, les amis, au-delà de ça, donc le découpage de l'éducation et puis de la santé, il y a aussi l'affaire des tâcherons, être payé à la tâche. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie-là? Oui, ça c'est une saloperie qui va nous tomber dessus, si tu veux. Bon, il y a plusieurs choses. Après 2022, bon, une fois que l'addition sera présentée, bon, évidemment, il y a déjà, comme notre ami, là, le collègue, déjà énormément de sociétés dans l'industrie notamment, où il y a beaucoup d'outsourcing, quoi. Bon, pour la compta, ça fait des années, c'est chez les Indiens, ou certains d'autres, il y en a d'autres, c'est au Maroc, enfin bon. L'informatique, une partie de l'informatique aussi est de plus en plus outsourcée. En fait, l'idée, si tu veux, dans la logique néolibérale, c'est de transformer chaque être humain en centre de profit. Et si on ne peut pas mettre un chiffre d'affaires au-dessus de ta tête, eh ben alors, tu vas travailler à l'extérieur de la boîte comme prestataire, auto-entrepreneur, ou auto-esclave, en fin de compte. Mais il n'y a pas de raison logique qu'on paye des congés payés pour toi, qu'on te file des tickets resto. Et la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, bien évidemment. Et là, on a pu le voir pendant l'épisode du Covid, où tous les gens qui sont ubérisés depuis des années, ce qu'on appelle le phénomène d'ubérisation, mais c'est pas que les Uber, c'est les Deliveroo, tous ces gens que tu vois toute la journée, livreurs, etc. Ce qu'on appelle la gig economy, la GIG, qui est un pan qui se développe sans arrêt. Les pauvres, si tu veux, pendant l'épisode Covid, là, ça a été quand même, là, le gouvernement, à un moment, on s'est dit, bah oui, mais comment on leur dit d'arrêter de travailler à ces gens-là? S'ils arrêtent, ils n'ont pas d'arrêt de maladie. S'ils arrêtent, il n'y a plus rien qui rentre. Ils ne peuvent pas se mettre en congé payé. Et donc, c'était un vecteur formidable de diffusion, si tu veux, en final de la maladie, puisque les personnes ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Et on peut pas les empêcher de... Mais ils n'ont pas de filet, les gars. Donc voilà, s'ils s'arrêtent de bosser, ils crèvent. Donc, ça a été évidemment la limite du système. Mais en même temps, si tu veux, la direction qu'on prend, c'est la direction d'un précariat de plus en plus grand. On parlait tout à l'heure de nos amis, Amazon, bon, leur business model au plan mondial, c'est 2/3 de précaires ou d'intérimaires pour un tiers de salariés. Si tu veux, le business model fonctionne sur la plus-value que tu fais sur l'homme, sur le travail de l'homme. En attendant de le faire remplacer par des robots, c'est ça? Bien sûr, c'est déjà en cours. Ils ont des drones dans des entrepôts aux États-Unis. Tout ça est parti. Si tu veux, c'est comme même Uber à l'époque, si tu veux, c'est extraordinaire. Il s'était valorisé plus cher qu'Orange. L'opérateur téléphonique, c'est quand même une boîte qui disait dans son business model, là c'est génial, on n'a plus de salariés, on n'a que des gens qui sont sans rien.
Et on va faire encore plus fort à l'avenir, c'est qu'on va faire des voitures autonomes. Donc c'est des mecs quand même clairement qui annoncent dans la couleur, et donc du coup ils valent plus que tout l'immobilier d'Hilton. Donc le rêve de la société, on a inventé, je disais tout à l'heure, la démocratie sans peuple, et ben là, on a inventé l'entreprise sans salariés. Là, mais comme on gagne beaucoup plus de fric via les valorisations, ce que Marx appelle le capital fictif, tu vois, c'est pour ça que le capitalisme financier, tu remarqueras, ça fait des années que plus une société licencie, plus son cours monte. On dit, ah là là, bravo, etc. Moi, je cite souvent un exemple fameux, Walmart, le numéro 1 mondial de la grande distribution. Ils ont des serveurs hyper puissants, ce qu'on appelle les serveurs sirènes, qui vont matcher tous les prix sur tous les sites web du monde. Toi. Et si un mec vend moins cher le produit, bam, ils appuient sur un bouton, et hop, leur produit est moins cher. Et une fois, ce qui s'est passé en une journée, si tu veux, c'est qu'ils ont déclenché toute une série comme ça de prix bas. Donc même leurs salariés, si tu veux, ont acheté ces produits, les gens, d'autres fournisseurs, et le soir, ils ont annoncé 30 000 suppressions d'emplois. C'est-à-dire que les mecs, les salariés, déjà, ils étaient en conflit avec leur propre fonds de pension qui s'occupait de leur retraite, qui, eux, a félicité Walmart pour ses licenciements. C'est-à-dire que les mecs, ils sont auto-licenciés. Ils sont auto-licenciés à la fois par leur acte d'achat et auto-licenciés parce qu'ils ont pris une position qui était l'inverse de celle de leur fonds de retraite. On en arrive à des conflits aussi invraisemblables que ça. C'est ça la puissance du capital fictif et du capitalisme financier. Alors derrière ça, la vague, c'est le précariat. Oui, je te parlais tout à l'heure d'un certain nombre de choses qui vont surgir après 2022. Bon, il y en a un qu'on voit mais vraiment gros comme une maison, c'est l'histoire des impôts de production. Macron les a déjà baissés une première fois, et là, sous prétexte de la fameuse réindustrialisation qui va nous générer de nouveau une croissance phénoménale, etc., dormez tranquille, braves gens, c'est-à-dire tout ce qu'on a délocalisé, on va le relocaliser, tu imagines bien que Geoffroy Roux de Bézieux et compagnie, toi, avec un catégorie killer, la contrepartie, ça va être évidemment une baisse des impôts de production et une baisse des charges patronales. Donc, qui dit tout ça, ça veut dire que, soit en finale, et même si on réindustrialise, ça voudrait dire que le consommateur, déjà, qui est siphonné, qui a vu son pouvoir d'achat au fil des ans s'éroder et dont les salaires n'ont pas augmenté, ça veut dire qu'on va lui demander en plus d'acheter français, toi, d'acheter un truc plus cher pour sauver son propre emploi. Toi, je l'ai souvent expliqué, ça, le pacte faustien qu'on vous a fait croire dans les années 80, c'est ce que vous allez perdre en tant que producteur, en tant que travailleur, vous allez le gagner en tant que consommateur. C'est comme ça qu'on est devenu des démocraties de marché, des sociétés de consommation. Donc, accélération du précariat, baisse des charges patronales et quelque chose que je vois dire gros comme une maison, dans le sillage de la gig économie, là, de ces business de plateforme, c'est le contrat effectivement de tâcheron, comme on disait autrefois, le contrat à la tâche. Parce qu'avec l'histoire du télétravail, bon, si tu veux, au départ, le discours ambiant du MEDEF, c'était on nous faisait croire que les gens, oui, mais les gens, vous comprenez, s'ils sont chez eux, parce que quand le gouvernement a dit, il faut faire travailler faut mettre du télétravail. Alors les mecs ont dit, oui, mais vous comprenez, les gens, quand ils restent chez eux, ils sont malheureux, ils ne savent pas quoi faire de leur temps, ça génère des violences conjugales, ils tapent sur leur bonne femme me tape sur l'homme, enfin bon, tu vois, c'était, on peut pas, ils sont pas à l'aise, ils ont besoin de venir travailler, parce que tu remarqueras que et gauche et droite, c'est la valeur travail. Tu sais, nous, si on ne travaille pas, alors que dans la réalité, c'est l'inverse, c'est plutôt le travail qui tue qu'autre chose. Mais là, on nous a dit, vous ne pouvez pas vivre sans travail. Bon, alors, bon an, mal an, si tu veux, ils ont fait du télétravail, et là, ils se sont aperçus quand même d'un truc, que ça libérait du mètre carré, quoi. Ça libérait de, tu sais, vu le prix, vu la bulle immobilière, les loyers commerciaux, les baux commerciaux, les mecs se sont dit, finalement, tu vois, au lieu de louer des locaux, du machin, c'est pas mal le télétravail, ça fait une bonne économie. Mais en final, si tu veux, comme ils sont malins, ils se disent, bon, ouais, mais alors, attends, les mecs, ils vont être chez eux, comment on va faire pour contrôler véritablement ce qu'ils font d'où l'idée, si tu veux, du paiement à la tâche. C'est-à-dire que là, tu vas te retrouver, on va dire, voilà, le boulot, c'est ça, on offre tant pour ça. Et à la limite, même, on peut le mettre aux enchères entre plusieurs prestataires, au moins 10 ans. Mais ça nous pend au nez aussi, ouais.
Avec une sécurité sociale Ah privée. bah pas de sécu, rien, que dalle, le paiement à la tâche. Ça va être le stade, un des stades importants de la fameuse flexibilité. Voilà. Alors, qu'est-ce que le syndicat Gilets jaunes en pense du paiement à la tâche et de la fin des acquis? Bah pas du bien, hein. T'imagines bien qu'on n'est pas d'accord avec ça. Et là, il faut un rapport de force avec le MEDEF. Est-ce que la CGT, la CFDT, qui sont financées par la Confédération européenne des syndicats, l'Europe donc, et le gouvernement, est-ce qu'ils sont aptes Là, c'est une question au gars de la base. Est-ce que ces structures vont être aptes à ce rapport de force? Pour l'instant... À part agiter des buvettes et puis les ballons, danser derrière des camions de picole. On voit bien ce qui s'est passé ces derniers temps. Enfin, on a eu quand même des lois régressives à la suite des unes des autres. Il n'y a pas eu grand-chose dans ce pays, à part les Gilets jaunes. Non. À part les Gilets jaunes qui se sont levés. Mais il y a un constat, c'est que le meilleur ennemi de la CFDT, c'est la CGT. Donc partant de ce principe-là, tu penses bien que s'il y a des réformes qui passent, les syndicats ne vont pas s'entendre. Donc ils n'iront pas ensemble sur le même combat. C'est très rare quand ils y vont ensemble. Ils y sont allés sur la réforme des retraites, et encore ils n'étaient pas tous unis là-dessus. Donc déjà ils ne s'entendent pas entre eux. Parce qu'ils ont des problèmes, chacun va chercher ses adhérents, chacun va faire le plus gros chiffre d'affaires, chacun va faire la plus grosse représentativité. Donc déjà, là on a un problème. Donc il faut changer ce problème-là. Il faut qu'on soit tous unis. Et pour tous s'unir, il faut qu'on ait les mêmes idées. Et le même ennemi peut-être aussi. Peut-être aussi. Et ce n'est pas le cas dans tous les syndicats. Donc c'est un appel à la base là. C'est un appel à la base, il faut s'unir déjà, et il faut s'unir dans une structure. Parce que là, on s'est fait enfler et on va continuer à se faire enfler. On va se faire enfler pendant longtemps encore. Continuer avec ce modèle de syndicat, de modèle pyramidal, opaque et autoritaire, ça va être ce que dit Jean-Pierre Crépin. Ça passera, ce genre de réforme passerait. Si elles étaient là votées, les syndicats iraient dans la rue, peut-être unis, peut-être pas unis, parce qu'ils ne s'entendent pas forcément. Il y en a qui seraient plutôt moyennement pour, d'autres complètement contre, les syndicats ne sont pas d'accord. Donc ce sont des réformes qui passeraient, quoi qu'il arrive. Donc il faut changer de la méthode. Nous, la méthode qu'on propose, c'est pas un truc révolutionnaire, il faut qu'on soit tous unis. Tous ensemble. Si, c'est révolutionnaire. Oui, normalement, c'est un truc tout con, il faut qu'on soit unis derrière un seul ennemi, et non pas divisés. Et peut-être que ça fonctionnerait. On voit bien que ce qu'on vit en ce moment quand même, on vit depuis 1 an et demi quelque chose d'ubuesque dans notre pays. Les restrictions de liberté qu'on a supportées là. État d'exception. C'est hallucinant ce qu'on est en train de vivre. Le confinement, les couvre-feux, le port du masque pour tout le monde, y compris les enfants à l'école. Tous les syndicats sont pour. Mais voilà, on les a pas entendus. Alors certains nous diront, vous non plus, mais parce qu'on n'est pas assez gros et qu'on n'a peut-être pas fait assez de bruit, mais c'est incroyable, la loi sécurité globale, la surveillance généralisée, tout ça, qu'est-ce qu'il y a eu comme résistance? Pas grand-chose finalement. Non, il y a eu des manifs. République, Bastille, République. Rien. Donc évidemment que ça passerait. Mais il faut que les gens ouvrent les yeux et se disent non, on va résister à tout ça. On ne veut pas de cette société-là. Donc il faut changer de méthode. Il faut changer d'outils. Il faut changer les outils. Voilà, les amis. Un petit exemple concret d'usine Dior, du groupe LVMH, de notre grand ami Bernard Arnault, n'est-ce pas? Donc ce qu'on constate, c'est que à chaque fois qu'il y a un départ à la retraite, en fait on le remplace par un intérimaire. Et pour aller dans le sens qu'on disait, en fait il challenge les boîtes d'intérim. C'est-à-dire que on va prendre la boîte d'intérim qui arrive à trouver la main-d'œuvre la moins chère. Donc voilà, donc on est déjà au moins 10 ans. Et par exemple, les intérimaires n'ont plus accès à la boutique d'usine Dior. Les employés en CDI ont le droit, mais les intérimaires n'y ont plus droit. Parce que forcément, M. Bernard Arnault, il a la deuxième fortune du monde, n'a pas les moyens forcément. Autre chose intéressante ou inquiétante, c'est que actuellement ils sont en train de monter des nouvelles lignes de production et des machines où avant il y avait 10 personnes et maintenant il n'y a plus que 2 personnes. Il n'y a plus besoin que de 2 personnes. Donc voilà, donc on est en route, on est déjà en route. Donc voilà, mais là c'est des cas concrets, c'est vraiment comme ça aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Et comment ça se passe avec FO ou la CFDT ou la CGT sur place Ils sont d'accord. Ils font leur leur petite tambouille entre eux en général.
Voilà, j'ai coutume de dire, voilà, quand tu râles mais que tu as une muselière, tu vas pas faire beaucoup mal, quoi, en fait. Voilà les amis, retour du terrain. Voilà, syndicat GJ, on est avec les collègues. Donc il y a le site internet, il y a la page Facebook, il y a du Twitter, enfin bref. On est au 21 boulevard Haussmann dans le 9e, vous faites permanence tous les mardis. Sauf mardi prochain, on est chez Amazon. Apparemment c'est un message codé, voilà. Voilà les amis, force et honneur, on lâche rien. Mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun. À très bientôt. Aou.